Dans cette fiche de stéréochimie, nous allons nous intéresser cette fois au vocabulaire relatif à la propriété physique en lien avec la stéréochimie, c'est-à-dire l'activité optique. Cette activité optique conduit éventuellement à une mesure que l'on va appeler mesure du pouvoir rotatoire. Quand est-ce qu'une solution a une activité optique? Eh bien, voilà le schéma d'un polarimètre de Laurent. Un polarimètre de Laurent consiste à envoyer un rayon incident d'une lumière tout à fait ordinaire, monochromatique en réalité, mais peu importe, une lumière non polarisée. Cette lumière non polarisée, c'est-à-dire qui présente tout un tas de plans pour les vecteurs représentatifs de la lumière, va passer à travers un polariseur, et ce polariseur va donner à la lumière un plan de polarisation précis, et la lumière sortant du polariseur s'appellera une lumière polarisée. Eh bien, lorsqu'une solution qui contient des espèces présente une activité optique, c'est-à-dire des espèces présentant elles-mêmes une activité optique, à la sortie de cette cuve, le plan de la lumière incidente aura été modifié, le plan de polarisation aura été dévié, en général d'un angle alpha. Et donc, on décèle si oui ou non la solution a une activité optique par la présence ou non de cet angle de déviation. Comment visualise-t-on cet angle de déviation? Eh bien, il suffit de remettre un polariseur à la sortie dans la même direction. Si la lumière ne passe pas, c'est tout simplement que le plan de polarisation a été dévié. Et donc, on peut aller plus loin. Il suffit que le polariseur soit mobile pour faire dévier ce polariseur dans la direction correspondante à la direction de la lumière polarisée. Et dans ces conditions, en mesurant l'angle de déviation nécessaire au polariseur pour que le rayon sortant traverse ce polariseur, eh bien, on pourra mesurer cet angle alpha. Cet angle alpha s'appelle le pouvoir rotatoire de la solution. Donc, une solution qui a une activité optique est une solution qui est capable de dévier le plan de polarisation. Et ensuite, on passe à la mesure. La mesure du pouvoir rotatoire, c'est la valeur de l'angle dont le plan de polarisation a été dévié. Je vous ferai remarquer que le rayon incident et le rayon sortant sont dans la même direction. Ne surtout pas dire que c'est le rayon qui a été dévié. C'est le plan de polarisation de la lumière polarisée qu'on a envoyé sur la cuve qui est dévié. Alors, quand est-ce qu'une solution a une activité optique? Eh bien, au niveau moléculaire, il faut que la solution, à minima, contienne des molécules chirales. C'est la chiralité qui implique une activité optique. Ça ne suffit pas, ce n'est pas une équivalence, mais si vous avez une solution qui présente une activité optique, vous pouvez être sûr qu'elle contient des molécules qui ont une propriété de chiralité, qui sont chirales. Après, ça va dépendre du mélange. Donc, imaginons une solution qui contient une seule molécule chirale. La capacité à dévier le plan de polarisation est spécifique à chaque molécule. C'est-à-dire que chaque molécule va avoir un pouvoir de déviation. À même concentration, certaines molécules vont dévier peu et d'autres vont dévier beaucoup. Et c'est ainsi qu'on va attribuer à chaque molécule un pouvoir rotatoire spécifique qui va quantifier sa capacité à dévier le plan de polarisation de la lumière. Ce pouvoir rotatoire spécifique se note alpha entre crochets. Lambda, c'est la longueur d'onde du rayon incident qu'on envoie. On met même en général souvent en exposant une température, parce que ça dépend aussi de la température. Et ce pouvoir rotatoire spécifique pour une espèce I va être indicé pour l'espèce I. Ce pouvoir rotatoire spécifique, il est exprimé en degrés, bien sûr, mais il va avoir une unité un petit peu particulière liée à l'expérience. Donc c'est degrés fois litre fois gramme moins 1 fois décimètre moins 1. L'unité n'est pas une unité ici, mais elle est ainsi représentée dans toutes les tables. Si la valeur numérique de alpha est positive, on va dire que la molécule est dextrogire et on mettra un plus devant le nom de la molécule. Donc toute molécule dont le nom présente un plus avant le nom est une molécule dextrogire, ce qui signifie qu'elle dévie le plan de polarisation ici vers la droite, tel que je l'ai représenté ici, par rapport au rayon incident, c'est effectivement une molécule dextrogire. Si par contre alpha est négatif, s'il avait fallu tourner le polariseur dans l'autre sens, alors la molécule aurait été lévogire, on place un signe moins devant le nom de la molécule. Petite remarque, si vous prenez deux énantiomères, alors les pouvoirs rotatoires spécifiques des deux énantiomères sont strictement opposés.
Donc, un mélange racémique, forcément, sera un mélange de deux molécules qui auront des pouvoirs opposés et donc aura un pouvoir rotatoire nul. C'est la raison pour laquelle la chiralité des espèces qui sont dans un mélange n'implique pas toujours une activité optique. Si vous mettez 50% d'une molécule R et 50% d'une molécule S, le mélange n'aura aucune activité optique, alors que le mélange aura contenu des molécules chirales. Par contre, si vous avez une activité optique, vous pouvez être sûr que la solution contient des molécules chirales. Donc justement, on est en train de passer à l'expression de l'activité optique pour un mélange, donc expérimentalement et mathématique. Comment est l'activité optique d'un mélange selon la concentration? Même si je n'ai pas fait de mélange, en fonction de la concentration, est-ce que ça varie? En fonction de la longueur de la cuve, on peut deviner que plus la longueur de la cuve sera grande, plus le faisceau traversera d'échantillons qui a une activité optique et plus l'angle mesuré, le pouvoir rotatoire, sera fort. Et donc, c'est la loi de Biot et Savart qui rapporte cette dépendance aux conditions expérimentales. Le pouvoir rotatoire mesuré, enlevez le mot spécifique et vous obtiendrez le pouvoir rotatoire de votre solution. Alpha, se mesure en degrés, on avait dit que le polarimètre de Laurent mesurait des degrés, est égal à la somme sur I, où I est une espèce qui a une activité optique, du pouvoir rotatoire spécifique de l'espèce I, dans l'unité que j'ai présentée précédemment, fois la longueur de la cuve, fois la concentration de l'espèce, exprimée en grammes par litre et non pas en mol par litre, d'où les grammes moins 1. Et donc, dans ces conditions, vous trouverez l'angle alpha. Dans le cas d'un mélange racémique, comme les pouvoirs rotatoires de deux énantiomères sont opposés, vous aurez racémique la concentration d'un énantiomère égale la concentration de l'autre, donc une somme de deux termes avec des concentrations égales, et des coefficients opposés. Donc forcément, le mélange racémique aura un pouvoir rotatoire nul, il n'a pas d'activité optique. Par contre, un mélange non racémique contiendra des proportions différentes de l'un et de l'autre. Forcément, vous pourrez mesurer une activité optique différente de 0. Et grâce à cette mesure de l'activité optique, vous pourrez ainsi déterminer une composition. Alors, je me propose de faire une application directe de cette loi de Biot et Savart. Donc j'ai repris ici l'activité optique expérimentale avec le rappel de la formule et je vous propose un protocole. Imaginons une étude d'une substitution nucléophile à partir d'une solution qui contient C0 mol de cette espèce-là, mol ou gramme par litre, enfin ou mol par litre de cette espèce. Alors je fais réagir dessus ici pour la réaction de Williamson un alcoolate. Et comme c'est un dérivé halogéné secondaire, je peux envisager que la réaction ait lieu soit par SN2, soit par SN1, produisant un certain pourcentage de la molécule va réagir par SN2 et un certain pourcentage de la molécule va réagir par SN1. J'imagine que la réaction est totale, et donc conservation de la matière, la concentration des éthers que j'aurai obtenus sera égale à C0, la concentration initiale. Je mesure alors dans un polarimètre de Laurent, le pouvoir rotatoire de la solution qui est supposé ne contenir que ces espèces-là. Je mesure moins 8 degrés. Je fais une autre expérience où je fais la même réaction de Williamson, mais dans un autre solvant. Au lieu de le faire dans l'éthanol, dans le méthanol ici, je le fais dans le DMSO. La différence, c'est que ce solvant est protique, il diminue la nucléophilie de CH3O-, ce qui laisse l'opportunité d'avoir un pourcentage de SN1. Alors que dans le DMSO, c'est un solvant qui est non protique. Du coup, le nucléophile est extrêmement actif, de sorte que on sait que la réaction ne se produit que par SN2. Du moins, c'est l'hypothèse que nous posons. Conclusion, on va mesurer un pouvoir rotatoire, et on mesure ici, pour cette solution qui n'aura réagi que par SN2, moins 19 degrés. La question qui est posée, quelles sont les proportions de SN2 et SN1 dans CH3OH? Eh bien, grâce à la loi de Biot et Savart, on va pouvoir répondre à cette question. Alors, on va continuer à analyser le problème. Si par SN2, X% de cette molécule a réagi par SN2, j'aurai donc dans le mélange le même pourcentage, X% de molécules S par inversion de Walden. Si par contre Y% a réagi par SN1, on sait que par SN1, je vais faire le carbocation et alors, de façon équiprobable, je vais obtenir l'éther S et l'éther R, de sorte que sur les Y% qui auront réagi par SN1, Y sur 2%
me fourniront du S et Y sur 2% me fourniront du R. Par contre, ici, je suis parti du R, j'ai fait une SN2, j'ai 100% d'inversion de Walden, et donc je suis sûre que ça correspond à 100% de la molécule de type S par inversion de Walden. Donc maintenant, je peux mettre ça en équation. Si je exprime le pouvoir rotatoire de la solution dans l'éthanol, je peux exprimer alpha 1 grâce à ceci. Donc je peux mettre en facteur C0, puisque chacune des concentrations sera X% de C0 supposé exprimé en grammes par litre. On l'aura transformé en grammes par litre. Y% sur 2 fois C0, Y% sur 2 fois C0. Donc toutes les concentrations ont C0 en facteur. J'ai aussi en facteur la longueur de la cuve. Donc qu'est-ce qu'il me reste dans la somme? Eh bien, il me reste les pouvoirs rotatoires spécifiques associés au pourcentage relatif à chaque espèce. Donc pour l'espèce S, je vais avoir X sur 100 fois le pouvoir rotatoire spécifique de l'espèce S, auquel je vais devoir rajouter les Y sur 2% du pouvoir rotatoire spécifique de l'espèce S produite par SN1, et auquel je vais devoir ajouter les Y sur 200% pouvoir spécifique de l'espèce R que j'ai obtenu ici. Pour ce qui est de la deuxième expérience, alpha 2, lui, il n'y a qu'une espèce en solution. Donc le terme somme disparaît. J'ai 100% de la molécule, donc j'ai une concentration C0, fois le pouvoir rotatoire spécifique de l'espèce S, fois L. Grâce à cette deuxième expérience qui m'a donné par la mesure alpha 2, eh bien je peux en déduire le pouvoir rotatoire spécifique S. Je suppose que la concentration est connue, que la longueur de la cuve est connue, et donc dans ces conditions, le pouvoir rotatoire spécifique de S dépend et est donné par la mesure alpha 2 sur C0L. Donc je me dis que le alpha S, je le connais ici. Ah, mais j'ai du alpha R, sauf que alpha R, je le connais aussi. C'est l'opposé de alpha S, puisque ces deux molécules sont énantiomères. Et donc, en remplaçant alpha S ici par sa valeur en fonction de alpha 2, alpha R par sa valeur en fonction de alpha 2 avec le signe moins, sachant que la somme des pourcentages vaut 100, eh bien, je vais obtenir une équation qui sera très facile à résoudre. Donc là, ce ne sont plus que des maths, il n'y a plus qu'à résoudre. J'ai obtenu C0 fois alpha S que j'ai mis en facteur qui vaut alpha carré sur C0L, puisque je l'ai mis en facteur en mettant un signe moins ici. On résout l'équation. Le X, je l'ai remplacé par 100 moins Y sur 100. Le Y sur 200 moins Y sur 200 fois L. Finalement, le remplacement de X par Y, j'avais pas besoin, puisque Y sur 200 et moins Y sur 200 s'éliminent. Ben oui, ça c'était un mélange racémique, on savait que cette partie-là n'avait aucune activité optique. Finalement, j'aurais pu écrire directement que X% fois l'activité optique était égale à alpha 1. Et donc, il n'y a plus qu'à faire le calcul, et on trouve X égale 42%. En clair, dans ce mélange, en présence de méthanol, j'ai 42% de mécanisme SN2 et 58% de mécanisme SN1. Donc c'est ainsi que la loi de Biot et Savart peut vous permettre de résoudre des exercices sur la connaissance des mécanismes grâce à une simple mesure de pouvoir rotatoire.